Apparu d'abord en Angleterre dans la seconde moitié du 19e siècle, sous la poussée d'une incroyable popularité, un mouvement littéraire a pris de l'ampleur, créant le mouvement néo-gothique. Ses œuvres s'intéressaient aux apparitions de fantômes, à la communication avec les morts et à toute manifestation spirite. Cette époque et ses œuvres baignaient dans une certaine mélancolie du passé, mais bientôt, cette triste quiétude allait être troublée par un phénomène d'outre-tombe plus tapageur, les esprits frappeurs, les poltergeists. Depuis quelques minutes, les pleurs du petit Denis ont tiré du sommeil son père Louis. Ce dernier se rend dans la chambre de l'enfant. Le petit semble particulièrement agité. Alors qu'il pose sa main sur son front, il a l'impression de sentir une présence tout près de lui. Il se retourne et distingue alors une forme humaine dans l'embrasure de la porte. La chose est blanche et diaphane. Elle semble avoir de longs cheveux et malgré cette caractéristique généralement féminine, Louis a la certitude qu'il s'agit d'un homme assez costaud, portant des vêtements amples. Louis ferme les yeux et lorsqu'il les rouvre, l'apparition a disparu. Depuis plusieurs semaines, Louis et sa femme Marie-Claude sont témoins d'une foule d'événements étranges dans leur nouvelle maison mobile. Courants d'air inexplicables, bruit de pas dans les corridors, sensations désagréables. Avec cette apparition, par contre, Louis n'a maintenant plus de doute. Leur maison est hantée. Fantômes et poltergeists. Qui sont ces étranges visiteurs de la nuit? Des étrangers venus de l'au-delà ou des peurs qui se cachent au fond de nous? On raconte que dans la ville d'Athènes, un siècle avant notre ère, il y avait une maison que l'on disait hantée par le spectre d'un vieil homme dont les mains et les pieds étaient liés par des chaînes de fer. On disait aussi qu'un homme était mort de peur en le voyant. Dans l'Antiquité, on craignait de traverser d'anciens champs de bataille de peur d'y rencontrer des âmes errantes. Les fantômes et les lieux hantés avaient déjà à cette époque leur assise. Lorsqu'on demande ce qu'est un fantôme, il est toujours difficile de répondre à une telle question, parce que les gens ont tous leur opinion personnelle sur ce qu'est ou devrait être un fantôme. Pour la plupart des gens, c'est une manifestation d'un être humain décédé. Pour d'autres, il s'agit de la manifestation d'une entité en elle-même, divine ou satanique, angélique ou démoniaque. Mais pour la plupart des gens, c'est la manifestation de quelqu'un qui est décédé. Dans des sociétés où on vénère l'ancêtre, des sociétés dites primitives, on comprend que les manifestations spectrales sont souvent perçues comme étant honorifiques. C'est une sorte d'acquiescement d'outre-tombe à quelque chose qui se passe dans notre monde physique. En Occident, par contre, le phénomène de manifestation spectrale
en quelque chose de beaucoup plus inquiétant, ou a été perçu comme beaucoup plus inquiétant pendant très longtemps, et ce, à cause peut-être du christianisme. On comprend que les âmes errantes ne peuvent venir que du purgatoire, donc par conséquent être impures. Il y a même certains groupes fondamentalistes qui perçoivent encore les manifestations spectrales comme étant quelque chose de tout à fait diabolique. Mais on peut dire que de façon plus générale, on conçoit que le phénomène des apparitions spectrales sont des âmes errantes de personnes qui ont vécu, donc des décédés, des défunts qui se manifestent au-delà de la tombe. Sur un plan plus technique, les apparitions de fantômes ont commencé à faire l'objet d'études sérieuses seulement dans la deuxième moitié du 19e siècle. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire scientifique des chasseurs de fantômes, on peut dire que les choses ont commencé avec l'intérêt de la cour britannique pour un cas comme celui du Demon Drummer Tedworth vers la fin du 18e siècle. De manière plus réaliste, on peut dire que l'histoire a vraiment commencé avec la formation du Ghost Club Society à l'Université Cambridge en 1851. C'est vraiment là qu'on a, en quelque sorte, établi le ton pour tous les groupes qui gravitaient autour de ces questions, comme la Société pour la recherche psychique, qui deviendra la Société américaine pour la recherche psychique. Ce sont eux qui ont vraiment établi les règles pour étudier les phénomènes dans une perspective vraiment scientifique, et non plus en se fondant sur des croyances religieuses. 120 ans de recherche nous enseignent que plus de 85% de la population mondiale croit en l'existence des fantômes. Nous savons aussi qu'il y a plus de 1000 apparitions signalées chaque jour sur le globe. De ce nombre, seulement 2% résisteront aux enquêtes, la presque totalité des manifestations étant explicables par des causes naturelles ou artificielles. Mais c'est ce 2% d'inexplicables qui rend perplexes les chercheurs. Il apparaît également que ces soi-disant manifestations se divisent en 3 catégories distinctes: les apparitions, les maisons hantées et les poltergeists. Je fais la distinction entre les fantômes et les esprits. Et c'est la langue qui pousse à faire cette distinction. Les fantômes et les esprits, ça roule tout naturellement sur la langue. Un fantôme est une entité généralement reconnaissable par quelqu'un. Par exemple, vous apercevez l'image de votre vieil oncle, décédé il y a quelques années dans un accident de voiture. C'est une apparition, vous le reconnaissez. C'est reconnaître un personnage connu dans une forme non corporelle. Il peut s'agir de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais dont les traits sont reconnaissables. Là, vous avez affaire à un fantôme. Un esprit, c'est un pouvoir, une puissance, quelque chose de nébuleux dont la silhouette est fugace comme un nuage. C'est une série d'événements de type poltergeist. Alors, je sépare aisément les fantômes et les esprits. Dans le monde, les maisons ou les châteaux hantés, les musées ou les lieux publics hantés sont nombreux. Pensez à l'Écosse, par exemple, qui en a plusieurs. Dans chaque ville canadienne, un bâtiment public qui date de plus de 50 ans a une histoire de fantôme qui y est rattachée. Et pourquoi raconte-t-on des histoires de fantômes sur la cave ou sur telle ou telle chambre? C'est parce que quelqu'un a rapporté un événement quelconque et qu'une histoire s'est construite autour de cet événement. Un journaliste en parle à une quelconque médium ou à une sensitive qui, à son tour, se met à raconter des histoires. Je n'ai pas vu la femme avec le chapeau rouge, mais j'ai aperçu la femme en gris, avec comme résultat que l'histoire fait boule de neige. Contrairement aux apparitions et aux maisons hantées, les poltergeists, eux, se caractérisent justement par l'absence d'apparition. Mais au-delà de cette caractéristique, la frontière n'est pas toujours très nette. La différence entre le poltergeist et la hantise est quelque chose qui est pas très net. On va plutôt parler de hantise lorsqu'on a des phénomènes qui sont associés à un lieu et à un historique lié à ce lieu, alors que le poltergeist va plutôt être associé peut-être à une personne dans un lieu. C'est-à-dire que si on retire cette personne, souvent on a observé que ça pouvait être des adolescents en situation conflictuelle ou préadolescents. Dans ce cas-là, les phénomènes cessent, aussi bien pour la personne que liés au lieu. Donc c'est vraiment
une circonstance et peut-être certaines conditions psychologiques qui peuvent produire un phénomène qui, lui, reste encore tout à fait inexpliqué. Alors que dans le cas de hantise, là aussi, on a des phénomènes qui semblent similaires, coups frappés, déplacement d'objets des fois, ou dans le cas de hantise, on va même parler d'apparition de formes, mais ça semble être beaucoup plus lié à un lieu et souvent à quelqu'un qui a disparu dans ce lieu ou qui est enterré dans le lieu mais manque de sépulture ou quelque chose de ce genre-là. Au-delà de cette savante nomenclature, les chercheurs restent divisés sur l'origine de ces manifestations. Doit-on réellement y voir une transcendance avec l'au-delà? La question reste entière. Dans le film Poltergeist, un médium explique que les hantises sont le fruit des êtres désincarnés coincés entre deux mondes. Si cette explication demeure la plus populaire, qu'en pensent les experts? Les premières recherches scientifiques sur les phénomènes de hantise remontent à la fin du 19e siècle. À cette époque, c'est surtout les médiums et leurs tables tournantes qui ont la cote, et c'est à travers eux que les premières investigations se font. Bientôt, des groupes et des sociétés dédiées à l'étude de ces phénomènes se forment, leurs méthodes et leurs équipements se raffinent. Aujourd'hui, les vieux appareils photo ont été remplacés par des caméras numériques auxquelles s'est ajoutée la quincaillerie des spectromètres, viseurs thermodynamiques et autres jouets sortis tout droit de l'arsenal de Ghostbusters. Au gré de ces enquêtes, les chercheurs se divisent et se regroupent sous deux différentes manières. Les uns favorisant l'au-delà, les autres quelques pouvoirs psychiques encore inconnus de la science. Si l'on s'intéresse aux deux principales théories, je ne sais pas s'il n'y en a que deux, mais les deux principales théories entourant l'explication des fantômes, de ce qui provoque l'apparition des fantômes, est d'abord la répétition psychokinésique, comme si l'esprit projetait quelque chose et lui donnait du même coup une existence, ou encore l'enregistrement d'un souvenir enfoui qui se matérialise subitement lorsqu'il est accidentellement activé. Il est difficile de dire laquelle des deux théories est vraie et laquelle est fausse. Il y a eu des études très sérieuses portant sur chacune. Une des plus remarquables, ici à Toronto, est l'expérience de Philippe le Fantôme. Éventuellement, la Société de recherche psychique de Toronto et Horizon Nouveau le confirmeront. Au cours de cette expérience, on a littéralement créé un fantôme. On a procédé à une série de séances au cours desquelles on a plus ou moins provoqué des manifestations où on a vu des objets bouger, entendu des froissements et obtenu un beau succès, du moins à ce chapitre. Mais du même coup, nous avons eu la preuve que non, on n'a pas besoin d'un médium humain pour arriver à ces résultats. Nous avions des caméras vidéo et des enregistreuses que nous avons laissées sur place, sans présence humaine aucune, et qui ont fait la preuve que quelque chose se passait. Une question que j'aime bien poser est la suivante. Si un fantôme hante la forêt mais que personne ne le voit, est-ce qu'il la hante? C'est une question que nous travaillons activement à résoudre. Lorsque l'on parle de manifestation de fantômes, c'est immédiatement l'idée de la maison hantée qui nous vient à l'esprit. Ce sont des sortes de rest area pour des âmes en panne. Si c'est vrai que c'est un sujet à peu près inépuisable pour le cinéma, il est quand même important de se demander qu'en est-il dans la réalité. Une maison hantée est un endroit où un fantôme aime habiter. Point final. Et dans la plupart des cas, si vous avez affaire à une maison hantée, eux aiment y habiter. Mais ils n'aiment pas du tout que vous y habitiez, et ils le font savoir très clairement. Il y a plusieurs gens très bien qui se sont fait pousser dans l'escalier parce que du point de vue du fantôme, ces gens n'étaient pas propriétaires de cette maison. Elle appartenait toujours au fantôme. À la fin des années 80,
Louis et Marie-Claude Côté se portent acquéreurs d'une maison mobile dans la région de Québec. La construction est relativement récente et les nombreux aménagements réalisés par l'ancien propriétaire plaisent au jeune couple. Mais son bonheur est de courte durée. Peu après la naissance de son fils, Denis, Marie-Claude remarque que celui-ci adopte des comportements étranges, fixe les lumières, rit seul et il a parfois des absences. Les médecins concluent que le petit souffre d'un léger retard dû à un manque d'oxygène à l'accouchement. Mais les comportements insolites de l'enfant ne sont peut-être pas dus essentiellement à ses problèmes de développement. En effet, Marie-Claude et Louis ont l'impression qu'il se passe de bien drôles de choses dans leur maison. Au début, ils ont eu leur premier enfant, et là, au début, tout se déroulait relativement normalement, mais là, il y a des phénomènes qui ont commencé, des bruits de pas, des apparitions, des courants d'air froid, tout ce qu'on voit habituellement dans les maisons hantées. Ils entendent des bruits de pas dans le corridor. Des portes s'ouvrent et se referment toutes seules. Les serrures se verrouillent et se déverrouillent sans que personne n'y touche. Le couple entend aussi des pleurs d'enfants et note une curieuse zone froide juste au milieu du corridor, pratiquement devant la porte de la chambre du petit Denis. Un soir, alors qu'il se trouve au chevet de son fils, Louis observe dans l'embrasure de la porte une forme blanche qui rappelle vaguement un homme aux longs cheveux et vêtu comme un moine. Ce personnage fantomatique sera également observé par Marie-Claude. Au début de 1993, le couple contacte Mireille Thibault, une jeune femme de la région, bien connue pour son intérêt pour les phénomènes paranormaux. La Ghostbusters, qui est aussi titulaire d'un baccalauréat en psychologie, entreprend de documenter l'historique des lieux via les journaux et les archives municipales. Sans résultat. Pendant l'enquête, là, d'abord, on regarde. Premièrement, on note les phénomènes. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il peut y avoir un événement relié au début des phénomènes, par exemple? Est-ce que c'est relié à un endroit dans la maison, à une des personnes de la maison, par exemple, un peu plus? Le petit garçon aîné de la famille avait comme des tendances autistiques. Okay? Il était un peu retiré, il n'était pas tout à fait... il avait un peu de retard. Et lui, il semblait au cœur des phénomènes. Il brassait son lit quand les phénomènes commençaient. C'était comme un indice qu'il sentait quelque chose qui se passait dans la maison. Et au niveau de l'enquête, on a essayé de voir si historiquement, il se passait quelque chose. Mais la maison n'était pas très vieille. Il n'avait pas été installé sur les lieux depuis très longtemps. Alors, historiquement, on n'a pas retrouvé grand-chose. Après 3 mois d'enquête, Mireille Thibault s'avoue incapable d'expliquer les manifestations. Des traces de moisissures ont bien été découvertes à certains endroits, mais il est peu probable que ces organismes soient responsables d'hallucinations. Quant à la possibilité qu'il puisse s'agir d'un revenant, personne n'a encore percé le secret de son identité. Dans les phénomènes de hantise, comme dans le cas de Louis et de Marie-Claude, les enquêteurs cherchent souvent dans le passé des lieux une personne qui serait morte de façon brutale, comme la victime d'un meurtre, par exemple. Le danger dans cette approche, c'est d'accepter que le défunt identifié et le fantôme ne soient qu'une seule et même personne sans autre confirmation. Les parapsychologues se méfient de plus en plus de ces associations post-mortem. Dans la plupart des cas, les apparitions sont associées à des lieux. Il peut s'agir d'une maison, d'un édifice public, d'un cimetière ou même de terrain. Qu'on pense par exemple au terrain où s'est déroulée la bataille de Gettysburg en Pennsylvanie, l'un des épisodes les plus sanglants de la guerre de sécession. C'était en 1863. Aujourd'hui, ces terrains ont la réputation d'être hantés. Qu'il s'agisse de maisons, comme dans le cas de la maison de Louis et de Marie-Claude Côté, ou qu'il s'agisse de terrains, comme à Gettysburg, on voit que les apparitions semblent tributaires du théâtre de leurs manifestations. Dans le cas des apparitions de crise, donc des apparitions qui surviennent au moment du décès d'une personne, alors c'est plutôt l'observateur qui semble directement visé à ce moment-là. En 1952, les parents de la petite Eva Roy divorcent. La fillette est alors placée de famille d'accueil en famille d'accueil. Les années passent et l'enfant a l'impression qu'on la délaisse. Finalement, elle est confiée à la garde de ses grands-parents qui habitent Victoria. En compagnie de ses aïeuls, la petite Eva reprend goût à la vie. Son grand-père se montre particulièrement attentif. The only joy she can recall in her childhood. Le seul moment de joie dans son enfance dont elle puisse se souvenir est celui où elle a eu la permission de vivre avec son grand-père. Smoked a pipe.
C'était un homme gentil qui fumait la pipe et qui prenait le temps d'écouter ses petites histoires d'enfants. Malheureusement, il vieillissait, et il était malade, et il ne pouvait plus s'occuper d'elle. Alors on lui a trouvé un autre foyer d'accueil, puis ses parents l'ont reprise. En 1964, Eva, qui est maintenant âgée de 14 ans, retourne donc vivre avec son père, qui s'est remarié. La nouvelle famille recomposée vit dans une petite ville de la Colombie-Britannique, loin de la côte, loin de Victoria. Son grand-père lui manquait vraiment. Et même s'il avait entendu dire qu'il n'allait pas très bien, elle a éprouvé un grand choc à la nouvelle de sa mort. Le soir de sa mort, il est venu la voir. Il lui a expliqué que, oui, il était parti, mais qu'il ne la laisserait jamais tomber. Et le grand-père va tenir sa promesse. Chaque fois qu'elle aura à faire face à un dilemme, Eva aura l'impression d'être guidée dans ses choix par la voix de son grand-père tant aimé. En 1985, Andrea Lancaster vit avec sa famille à Maple Ridge. Les Lancaster vivent des moments difficiles alors qu'une vieille tante se meurt en Angleterre. À chaque fois que le téléphone sonne, tous redoutent qu'il s'agisse du terrible appel qui leur annoncera le décès de la moribonde. Un soir, Andrea se met au lit. Un beau jour, Andrea s'éveille et aperçoit sa tante dans l'embrasure de la porte entr'ouverte du caveau familial. Une moitié de son corps à l'intérieur, l'autre moitié à l'extérieur du caveau. Elle lève alors la tête et dit « Je suis tellement malade. Je n'ai qu'un seul désir, c'est de mourir. Mais j'ai peur de vous laisser, ton père et toi. » Aussitôt après, l'apparition redevient floue et disparaît. 3 jours plus tard, les Lancaster apprennent la nouvelle. Tante Doris est morte, à peu près à l'heure où Andrea a fait l'expérience de cette étrange projection de l'au-delà. Comment font foi ces histoires? Les apparitions de fantômes peuvent survenir de manière très différente en fonction des lieux et des témoins. C'est probablement ce qui rend compliqué l'élaboration d'une théorie unique. Mais dans l'univers des phénomènes étranges, il n'y a rien de jamais simple. Lorsque l'on enquête sur les phénomènes de hantise et d'apparition, toutes les avenues doivent être explorées. Il faut se rappeler que, dans ce genre d'enquête, l'hypothèse surnaturelle ne doit être retenue qu'une fois toutes les autres hypothèses épuisées. La première attitude à adopter, c'est le doute systématique. Donc, remettre en question les témoignages sans tomber nécessairement dans ce nihilisme qui consiste à tout nier en bloc. Il faut apprendre à séparer ce qui est objectivable, donc ce qui est mesurable par des appareils de mesure, des appareils photo, des caméras, etc., et la perception du témoin, par exemple, un sentiment d'inconfort dans un lieu. Une fois qu'on a fait ce tri, il faut apprendre à faire du cas par cas, en se rappelant toujours que l'objectivité à 100% est à peu près impossible. Dans le cas des apparitions de crise, donc la perception d'événements qui se passent à distance, au moment où quelqu'un décède, par exemple, on ne peut pas éliminer la possibilité d'une perception extrasensorielle. Prenons le cas de la petite Eva qui perçoit l'apparition de son grand-père, le fantôme de son grand-père qui apparaît au pied de son lit au moment où celui-ci meurt à des kilomètres de là. Si l'on accepte la réalité de la perception extrasensorielle, il n'est pas impossible de penser que la petite Eva a perçu à distance, par quelques mécanismes parapsychologiques, la mort de son aïeul qui survenait à des kilomètres de là. Dans ce cas-là, donc dans le cas des apparitions de crise, le fantôme ou l'esprit du défunt n'aurait rien à voir avec la manifestation. On parlerait plutôt d'une perception extrasensorielle. C'est cette même perception extrasensorielle qui pourrait intervenir dans certains lieux hantés, parce que cette fois-là, on raconte, certaines hypothèses avancent que des lieux pourraient enregistrer des émotions très, très fortes. Alors à ce moment-là, l'observateur ne serait qu'une sorte de bobine qui servirait à décoder l'information enregistrée dans la pierre.
Personnellement, j'aime beaucoup cette hypothèse-là parce que je me suis aperçue, bon, il y a la maison Trépanier dans laquelle j'ai enquêté pendant 50 ans. On a trouvé l'histoire de cette maison-là. Il y a eu énormément de phénomènes. C'était un plaisir fou d'étudier cette maison-là. Et là, à un moment donné, je me suis dit, bon, la fameuse théorie veut que le fantôme soit là pour dire un message. Bon, oubliez ça, il n'y en a pas de message. Les phénomènes sont aléatoires, ça ne dit rien, c'est rien de précis. Quand on est prêt à les écouter, les appareils sont installés, ça ne dit rien, tu arrives là avec rien, puis oups, ça cogne dans les murs. Alors, on oublie ça, le message. Et je me suis aperçue que les phénomènes ressemblaient à des choses qui avaient dû se produire jadis. On entendait une clenche de porte. Il n'y en a plus de clenche de porte, mais il y en a eu jadis. On entend des bruits de pas comme quelqu'un qui se déplace. Elle ne vient pas vers moi, elle ne vient pas me voir, elle ne vient pas me dire un message, elle passe. Okay? Même les apparitions, ça se déplace. Tu vois une ombre noire qui descend l'escalier, bon, oui, puis il n'y a pas de message. Il y a quelqu'un, et ça sent, et on a vu on a reconnu des gens du passé, dans ce cas-là en particulier. La dame témoin m'a décrit un personnage courbé avec un chapeau et tout ça. Et dans l'enquête historique, je me suis aperçue que oui, c'était un ancien résident. En tout cas, ça ressemblait pile pour pile à un ancien résident. Mais il venait pas dire de message. Il n'est pas mort dans le drame. Il n'y a rien qui correspond à la thèse habituelle, sauf que tout ressemble, effectivement. C'est comme si on attendait ce qui pouvait se passer jadis, ou même voir ce qui se passait jadis, sans qu'il y ait une volonté fantomatique derrière le tout. Depuis quelques années, nous savons aussi que des causes environnementales peuvent être à l'origine de certaines visions. Grâce aux travaux du Dr Michael Persinger, un scientifique attaché à l'Université Laurentienne en Ontario, on sait maintenant que l'intensité des champs magnétiques peut affecter notre perception cognitive. En laboratoire, Persinger et ses collègues ont été en mesure d'amener certains sujets à vivre des expériences anormales, et ce, uniquement en stimulant leur cerveau par des champs magnétiques irréguliers. Ce que nous avons découvert, c'est que si entre 2 heures et 4 heures du matin, il y a une stimulation magnétique appropriée, qu'elle provienne d'une activité géomagnétique ou d'une tension tectonique qui stimule en particulier l'hémisphère droit du cerveau, les sujets vivent l'impression d'une présence. Ils se réveillent et ont le sentiment qu'il y a quelqu'un à proximité. Ils peuvent éprouver des stimulations corporelles. Les hommes ont tendance à éprouver des stimulations anales, les femmes des stimulations utérines. La raison étant que la zone cérébrale stimulée est en lien direct avec les organes internes, l'anus et l'utérus. Vous avez l'impression de flotter. Vous pouvez même avoir l'impression qu'une présence vous touche, généralement du côté gauche. C'est une sensation très, très puissante, souvent plus forte qu'une expérience de somnambulisme. C'est le cerveau qui provoque ces sensations. Alors, la question critique est de savoir qu'est-ce qui stimule le cerveau pour provoquer ces sensations. Persinger croit que des anomalies géologiques, comme des sources souterraines ou des tensions tectoniques, peuvent générer des anomalies magnétiques à l'origine de ces hallucinations. On nous pose parfois la question, les modèles que vous appliquez à vos cobayes existent-ils dans la nature? Et la réponse est oui, parce que c'est là que nous les prenons. Nous nous sommes rendus sur le terrain à des endroits où différents sujets avaient éprouvé des expériences, des cas de hantise ou d'enlèvement par des extraterrestres, par exemple. Mon assistant et moi-même avons enregistré ces perturbations sur de l'équipement très sophistiqué. Nous l'avons numérisé et nous l'avons appliqué sur nos cobayes qui ont éprouvé les mêmes sensations que les sujets originaux. De façon naturelle, donc, notre environnement serait clairsemé de ces anomalies magnétiques qui pourraient entraîner dans un monde imaginaire quiconque les franchirait. Persinger croit que ces hallucinations par stimulation magnétique peuvent expliquer un grand nombre de phénomènes étranges, des apparitions d'ovnis aux soi-disant maisons hantées. Une chose que nous savons, c'est que les tensions tectoniques, celles qui font vibrer un bâtiment avant de le faire tomber, sont distribuées le long des failles tectoniques, circulent le long du lit des rivières ou des ruisseaux, au sommet des collines, générant une variété de phénomènes. Les boules de feu en sont un exemple, une altération du son également que les rats ou les chiens peuvent souvent entendre. Parfois, ce sont des odeurs bizarres. Parfois, c'est un phénomène pelletier qui se traduit par une baisse soudaine de température ou par un accroissement subit qui provoque des incendies spontanés. Si quelqu'un a la malchance de traverser ces champs, son cerveau sera directement stimulé et très souvent, il se sentira pourchassé.
Notre recherche a démontré que chaque fois qu'on est en présence de phénomènes lumineux, on assiste également à un accroissement des phénomènes parapsychologiques, phénomènes de poltergeist et bizarreries diverses. Même dans la vie quotidienne, les phénomènes étranges se font plus fréquents. Les ampoules grillent plus vite, la voiture ne démarre pas, les alternateurs brûlent. On enregistre davantage d'anomalies dans les comportements humains, comme des tendances suicidaires, et toutes ces manifestations apparaissent par grappes. Cette théorie des champs magnétiques, appliquée aux recherches sur les fantômes, n'explique pas tout, loin de là. Les théories de Persinger restent très controversées pour plusieurs raisons. Le problème, c'est qu'on ramène tout à une seule cause simpliste. La panoplie des fantômes est une des plus larges, des plus complexes et des plus intrigantes tapisseries qu'il m'ait été donné d'observer. Et on voit toujours un petit scientifique ici ou là qui vient expliquer que c'est comme ci ou que c'est comme ça. Et pourtant, la trame tient toujours. Persinger a peut-être partiellement raison, mais c'est uniquement une petite pièce du casse-tête. En neurosciences, par exemple, on peut très bien, en stimulant une certaine zone du cerveau, provoquer l'audition de musique. Cela ne signifie pas que toutes les musiques proviennent d'une stimulation électrique du cerveau et que les orchestres n'existent pas. L'hypothèse de Persinger n'explique pas non plus comment plusieurs personnes peuvent voir le même fantôme, par exemple. J'ai amené l'étude de Persinger chez les sceptiques du Canada, regroupés à Toronto, et qui voulaient avoir mon opinion, leurs membres souhaitant avoir de meilleures données, de meilleures informations. Je leur ai demandé « Que pensez-vous de l'idée qu'un champ électromagnétique ambiant puisse provoquer des hallucinations au point que quelqu'un puisse croire que sa maison est hantée? » Au bout du compte, plusieurs membres ayant une expertise en électricité ont conclu qu'il serait pratiquement impossible de réunir la bonne combinaison contrôle, lieu, cause. Effectivement, il y avait là des gens qui étaient sceptiques à propos des travaux de Persinger, ce que je trouve plutôt original. Nos propres études, lorsque nous allons sur des lieux hantés et que nous prenons des lectures de température, de moyenne et de contrôle des champs magnétiques ambiants, n'ont jusqu'à maintenant montré absolument aucune corrélation entre les champs électromagnétiques et le phénomène des maisons hantées. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Les recherches sur les phénomènes de hantise n'ont pas encore donné de réponse définitive à ces manifestations. L'avènement de nouvelles technologies et la compréhension de phénomènes naturels marginaux ont pavé la voie à certaines explications, sans toutefois fermer la porte à une possible manifestation de l'au-delà. Le débat reste donc entier. En janvier 1970, un appartement de St. Catharines, en Ontario, devient le théâtre de phénomènes extraordinaires. Le poltergeist de St. Catherine est un cas que je n'ai pas étudié personnellement, mais c'est un cas très célèbre chez les gens qui s'intéressent au commerce de la parapsychologie. À St. Catherine, une maison sur Church Street est devenue la scène de turbulences domestiques, et les policiers tardaient à intervenir jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'un jeune garçon était impliqué. Alors, un certain nombre d'officiers de police se sont présentés à cette maison et ont découvert qu'il s'y passait des choses étranges. Les portes s'ouvraient et se fermaient toutes seules. L'entrée électrique était correcte, mais quand le jeune garçon était dans une pièce, les ampoules s'éteignaient et se rallumaient toutes seules. On entendait des bruits, mais quand les officiers de police ont fait leur enquête, ils n'ont rien découvert. Pendant plusieurs semaines, John et Barbara Page, ainsi que leur fils de 11 ans, Peter, réussissent à garder ces événements loin des médias, mais le 12 février 1970, un journal local, The Standard, fait sa une de ces événements. La manchette déclenche un véritable cirque médiatique.
Tous veulent en savoir davantage sur ces phénomènes inexplicables. Pour les Page, la situation est insupportable. Ils quittent St. Catharines pour aller loger à Montréal. Durant leur séjour, ils n'observent aucun phénomène particulier, ni en présence de Peter, ni en son absence. Et lorsqu'ils reviennent dans leur appartement de Church Street, tout semble être définitivement rentré dans l'ordre. Ces étranges manifestations semblent bel et bien terminées. Les Page ne rapporteront aucun autre incident insolite. Le mot poltergeist d'origine allemande signifie « esprit tapageur ». Pourtant, selon les spécialistes, ces manifestations sont celles où l'intervention d'une entité extérieure demeure la plus incertaine. À moins qu'il ne s'agisse d'un bluff de l'au-delà. Des manifestations comme celle observée dans l'affaire de St. Catharines appartiennent au groupe des poltergeists. Ces manifestations sont parmi les plus difficiles à documenter. Seulement 12% des cas sont sérieusement enquêtés par des parapsychologues. La raison de ce faible suivi réside principalement dans le fait que ces manifestations sont spontanées et ne durent jamais très longtemps. Il faut également tenir compte que, dans de nombreux cas, l'agent du poltergeist, la personne placée au centre de ces manifestations, se croit souvent elle-même possédée, d'où sa réticence à parler ouvertement de son vécu. Aujourd'hui, la plupart des experts parlent du phénomène du poltergeist comme étant une forme de manifestation sauvage de l'esprit sur la matière, un phénomène psychokinétique. C'est en fait notre relation émotive versus le monde extérieur. Généralement, on retrouve au centre de ces manifestations une personne qu'on va appeler l'agent du poltergeist. Il s'agit généralement d'une personne d'intelligence moyenne, d'âge pubère ou prépubère. Ces personnes souffrent souvent de problèmes émotifs, d'où l'aspect violent de la manifestation, barils d'objets, coups frappés dans les murs. Généralement, ce type de manifestations sont circonscrites au domicile de l'agent du poltergeist. Mais si l'agent en question déménage, il est possible que la manifestation également le suive dans son nouveau domicile. Les recherches en parapsychologie montrent que les poltergeists se produisent dans des familles souvent dysfonctionnelles et où les comportements agressifs sont sublimés. Ces refoulements se logent dans l'inconscient d'un des membres de la famille jusqu'à ce qu'il explose sous la forme d'un poltergeist. Si ce modèle reçoit l'assentiment d'à peu près toute la communauté parapsychologique, les chercheurs reconnaissent néanmoins n'avoir aucune preuve que l'esprit sur la matière puisse provoquer des phénomènes à une aussi grande échelle. Au début des années 70, un groupe de chercheurs en parapsychologie de Toronto a réalisé une expérience qui s'est révélée des plus significatives. L'expérience dite de Philippe est encore imitée partout dans le monde. Elle consiste à rassembler autour d'une table un groupe de gens tout à fait ordinaires et de créer un personnage fictif qu'on appellera toujours Philippe. On fait des dessins de Philippe. On joue de la musique qu'il aurait probablement aimée. On chante des chansons qu'il aurait entendues et finalement, au bout d'un long moment, on lui pose des questions du genre « Qui a été votre dernière maîtresse ?» Ce genre de choses. Toutes ces questions doivent être posées de manière à ce que la réponse soit oui ou non, de sorte qu'il peut y avoir des tables tournantes. Tout le monde se concentre très sérieusement sur les questions et sur Philippe, durant plusieurs mois, jusqu'à ce que la table se mette à bouger pour répondre oui ou non. Finalement, leur propre énergie cinétique permet à la table de bouger et de fait, de bouger très violemment. Les experts sont d'accord pour dire qu'il n'y a là rien d'un phénomène d'outre-tombe. Cela prouve simplement que si beaucoup de gens sont rapprochés, profondément concentrés sur un événement ou une personne,
Ils peuvent créer une sorte de communication. can in fact create a communication that Lorsqu'on parle de séance, on évoque une conversation avec les morts. talking to the dead and that kind of thing. Mais il n'y a rien là de surnaturel. Spiritual about it at all. Il s'agit simplement de 4 ou 5 personnes qui se concentrent très fort, plusieurs fois, jusqu'à ce que dans leur propre psyché, cette personne, Philippe, prenne vie. This person, Philip, existed. Avec quelques variantes, les experts croient que la mécanique derrière les phénomènes de l'expérience de Philippe est la même qui est responsable des manifestations de type poltergeist. Quant à savoir comment fonctionne exactement cette mécanique, personne ne le sait vraiment. Les manifestations de revenants ont toujours fait partie de la culture populaire de l'Antiquité à aujourd'hui, mais ce n'est vraiment qu'à partir de la fin du 19e siècle que ces manifestations ont commencé à être l'objet d'une étude un peu plus rigoureuse. Aujourd'hui, la parapsychologie jette un regard nouveau sur ce type de manifestation. Sans fermer la porte à une transcendance avec l'au-delà, les parapsychologues croient que ces phénomènes seraient davantage liés à une science inconnue ou à une forme de perception extrasensorielle des phénomènes psy, l'esprit sur la matière, l'action de l'esprit sur la matière. Malheureusement, au-delà de ce constat, on peut dire qu'il n'y a pas d'hypothèse réellement convaincante pour expliquer la mécanique derrière ces manifestations. Aujourd'hui, les parapsychologues jonglent avec les différentes spéculations qui existent de manière à faire une sorte de synthèse valable pour pouvoir élaborer une théorie qui, ultimement, sera testable. Tous les chercheurs dans le domaine de la parapsychologie, c'est sûr, n'ont pas la même vision de ce que pourraient être les phénomènes, là, puisque quand on parle de chercheurs, pour eux, c'est encore hypothétique. Là, ils ne sont pas dans le domaine de la croyance, ils sont dans le domaine de l'investigation scientifique, mais même dans ce domaine-là, il y en a certains qui vont penser que le phénomène paranormal peut être lié à quelque chose en relation avec la survie, donc avec quelque chose au-delà de notre existence terrestre, appelons-la comme ça, qui serait lié avec le psy. Et peut-être que le psy serait la partie apparente de cette vision dualiste du monde, la matière, esprit. C'est évidemment quelque chose qui est basé sur certaines croyances. D'un autre côté, il y a une autre école qui, elle aussi, a d'autres croyances, qui a des croyances beaucoup plus, je dirais, matérialistes, si on veut, et qui pense que le psy est une faculté basée sur des principes physiques qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va probablement découvrir un jour, si on y met l'effort, mais que ce n'est en rien lié avec l'existence d'un autre monde spirituel. Donc dans un cas, on a une vision assez matérialiste du psy, dans l'autre cas, on a une vision qui est liée avec l'existence d'un monde spirituel. Il faut dire que les recherches dans ce domaine sont particulièrement pauvres. Dans la plupart des cas, il s'agit d'enquêtes menées par des bénévoles qui, bien souvent, n'ont pas la formation académique pour étoffer une recherche digne de ce nom. Leur motivation première est leur passion, un engouement qui altère trop souvent leur objectivité. Mais quel que soit le phénomène observé, l'explication spirite doit toujours être abordée avec prudence. L'ici-bas a encore tant à révéler. Pour prouver que les fantômes existent vraiment, nous aurions simplement besoin d'un peu plus d'aide. Peut-être davantage de subventions, peut-être un peu plus de crédibilité, dans le sens où les chercheurs devraient se concentrer davantage sur ce type de recherche, de manière à ce que finalement, le sujet soit pris au sérieux par les médias et par le public en général. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de chercheurs, parce que justement, il n'y a pas de subventions et que leurs groupes ne sont pas payés pour effectuer ce genre de recherche. Si croire aux fantômes n'a rien de scientifique, l'idée des revenants a quelque chose de rassurant. Elle nous rassure en effet dans la perspective d'une vie après la vie. Une vision plus subjective que scientifique, mais qui rend moins menaçant le spectre de la mort. Les fantômes existent, du moins par leur manifestation. Mais sont-ils des êtres désincarnés, survivant d'un univers à mi-chemin entre la lumière et les ténèbres? La science n'a pas encore de réponse définitive.
Qui vivra verra. Mais au rythme où les recherches en parapsychologie évoluent, souhaitons que l'au-delà existe.